Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Washington DC. Initialement, je disais que c'était l'émission qui vous expliquait la politique américaine dans tous ses États, pardon. Et ben on peut dire que depuis l'arrivée de Trump, c'est plus l'émission qui constate les dégâts, l'anatomie d'une chute depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Et celui qui est là avec moi pour faire le triste bilan de tout ça, qui me tient encore compagnie malgré le fait que cette émission devient de plus en plus déprimante au fur et à mesure des numéros, c'est Isnogood. Bonsoir Isnogood. Bonsoir Yanemo, bonsoir tout le monde. Alors on n'a pas que de la déprime ce soir, on va essayer quand même de pas faire que ça, parce que c'est vrai que suivre l'actualité américaine, c'est toujours et encore un roller coaster, surtout que ça change de jour en jour, voire même d'heure en heure, c'est fatigant et c'est probablement fait pour ça. Ça fait un petit mois là qu'on a fait notre dernière émission. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce mois? Alors, on avait noté quelques trucs sur le dialogue qu'on a sur Discord. On avait les premiers résultats électoraux qui sont tombés, une sorte de forme de résistance démocrate qui s'organise, mais pas que démocrate d'ailleurs. On a bien entendu le coup des frais de douane, la série sans fin sur les frais de douane. On voulait parler de Cory Booker, on viendra là-dessus sur la fin. Il y a la politique d'immigration des États-Unis qui ressemble vraiment à celle d'une dictature. Et moi, je note aussi. On l'a un peu oublié, mais le fameux Signal Gate. Par quoi as-tu envie de commencer dans cet immense foutoir? Pas facile, hein. Non, c'est pas facile. J'essaie de me rappeler où est-ce que où on en était la dernière fois? Est-ce qu'on avait fait ça juste Tu te rends compte, ça fait un mois, c'est ouais, une en fait, éternité. c'est une éternité. Donc, je me souviens plus si on avait fait l'enregistrement écoute, avant le vote du budget. Eh ben, tu sais quoi, je propose qu'on aille voir directement sur vodio.fr, ça me permettra de leur faire un peu de publicité. Vodio, qui est notre plateforme d'hébergement de notre podcast. Vous le trouverez bien sûr sur toutes les plateformes comme Spotify, dont le patron a filé de l'argent à Trump, ou Deezer, qui est majoritairement, je crois, israélien comme plateforme maintenant. Apple Music, tout ça. Alors, attendez. Je vais taper Washington, il doit pas y avoir 15 000 podcasts qui s'appellent Washington, voilà. Nous avions enregistré notre podcast, il est sorti le 6 mars 2025. Voilà, donc on n'en était peut-être pas encore au budget, je pense pas. Peut-être que si, il me semble... Ma question est plus simple. As-tu envie vraiment de parler de Chuck Schumer aujourd'hui? Non. Mais en fait, c'était juste pour dire que au Congrès, il s'était rien passé depuis, à part le fameux discours de Cory Booker sur lequel on reviendra. En fait, le Congrès est toujours paralysé, et c'est bien le problème d'ailleurs. C'est qu'en fait, le Congrès ne fait rien, et notamment les républicains ne font pas grand-chose. Et surtout pas mettre le holà à tout ce que peut faire l'administration. Alors, puisqu'on parle des Républicains, on aurait pu penser que ce parti politique serait rentré dans le débat sur les frais de douane massifs imposés par Trump. Alors ça a un petit peu commencé, et ça a commencé à bouger un petit peu au Sénat. Il y avait 7 sénateurs républicains qui commençaient à s'agiter un peu, et pour essayer de faire passer une loi pour reprendre en main en fait la gestion des droits de douane, parce que en fait toute la politique budgétaire et les droits de douane, c'est une prérogative du Congrès à la base. Oui. Voilà, donc en fait, comme beaucoup de choses, ça a été délégué plus ou moins expressément à l'exécutif pour des raisons de flexibilité. Mais en fait, d'ailleurs, Trump, en fait, il fait ça au nom d'une urgence nationale.
Mm. Euh, Ah oui, les voilà. lois maintenant, c'est Oui, voilà. n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que l'administration Trump va chercher les lois les plus anciennes qui leur permettent d'activer des pouvoirs spéciaux. En fait, le gouvernement américain, pour simplifier un petit peu, aujourd'hui ne gouverne que par décret et lois exceptionnelles. Oui. Faut bien voir que c'est une situation complètement anormale et que Trump ne disrupte pas, si je veux dire, que l'économie. Il disrupte le principe même de l'état de droit et de beaucoup de choses qui paraissaient logiques. Mais dont il a plus grand chose, dont il a pas grand chose à faire. Sur ces droits de douane, tu dis il y a une petite résistance du côté du Sénat, mais est-ce que ça a la moindre importance puisque Trump est capable de changer d'avis en quelques heures, quelques jours, etc. Et alors, on a tous, je suppose, suivi plus ou moins cette conférence de presse absolument extraordinaire où Trump sort un tableau qui sort de je sais pas trop d'où, avec des chiffres qui manifestement ont été calculés par une intelligence artificielle sur des droits de douane qui, en fait, je vous fais pas la leçon économique parce que j'en ai ras le cul qu'un podcast de gauche comme le nôtre passe notre temps à expliquer ce que c'est que le capitalisme. Mais grosso modo, il est revenu en arrière pour 90 jours et finalement, il est rentré dans une guerre avec la Chine où finalement ils sont montés jusqu'à 120-140% de droits de douane respectifs, mais finalement ça concernera pas les smartphones et les dispositifs électroniques. Bref, plus personne n'y comprend rien. Euh, et on a l'impression d'une machine qui a été lancée en avant et qui sait pas comment s'arrêter, à tel point que moi, la question, c'est pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, mais c'est quoi le but, en fait? Et j'ai l'impression que c'est la question à 1 milliard de dollars, voire plus, c'est que cherche Trump? Aujourd'hui, que cherche l'administration Trump? Alors, je sais pas si tu Alors, as une idée, mais moi, non, honnêtement. alors non plus. Ce qui est sûr, c'est que a priori, à court terme, il y a des gens qui ont dû en profiter. Ah Parce oui, que c'est. quand on regarde les mouvements de bourse, il y a des choses quand même hautement suspectes. Bon, pour dire clairement, donc la bourse s'est effondrée suite à l'annonce des droits de douane. Et en fait, juste avant, le matin même du jour où il a dit que finalement il suspendait l'application de ses droits de douane, il a fait un message sur son réseau social en disant c'est un bon moment pour acheter. Bon, euh, il y a ça. Il y a aussi le fait que clairement, il y a des gens il y a des gens qui achètent juste avant l'annonce et suite à l'annonce, la bourse monte en flèche. Donc, Voilà. pour être très clair, on parle du plus gigantesque des délits d'initiés à face publique. En tout cas, c'est une des suppositions de ce mouvement. Voilà, C'est-à-dire sur lequel il n'y aura aucune enquête fédérale parce que de toute façon, que ce soit le ministère de la Justice ou la commission fédérale de contrôle de la bourse étant sous le contrôle de Trump, ils voilà. feront rien, quoi. Alors, je sais qu'on lit les mêmes sources, Oui, c'est-à-dire alors voilà, il y a une qu'on a lu possibilité du côté de New York. electoralvote.com. Voilà, Vas-y, je te voilà. laisse. Je te laisse. Ceci dit, il peut toujours y avoir des poursuites au niveau local. Wall Street étant situé à New York et New York étant démocrate, et il y a un procureur général démocrate qui a l'habitude de s'occuper de ce genre de choses et pourrait très bien lancer des investigations et, euh, et s'intéresser de près à ce délit d'initié. Sachant que là, quand on parle de la justice, le but du jeu n'étant évidemment pas de viser Trump directement, parce qu'au vu de sa position, il est intouchable, inatteignable. Il n'y a que le Congrès qui pourrait éventuellement faire quelque chose. Mais le Congrès, ce Voilà. que vous pouvez Après, comprendre, voilà, c'est pas c'est trop des difficile. complices. Voilà, ils sont pas trop difficiles à identifier, hein. Retrouver les gens qui ont lancé de gros ordres d'achat juste avant l'annonce de Trump devrait pas être aussi compliqué. Après, il y a toujours le fait qu'il l'a annoncé en public, donc techniquement, c'est un, c'est un bordel. Oui, Enfin, enfin, vraiment, c'est un oui. bordel. Euh, voilà, Vas-y. donc il y a cette histoire d'initié. Il y a le fait effectivement que tout ça n'a économiquement aucun sens, que même si
on part du principe, ce que pense probablement Trump, que les États-Unis se font avoir dans le commerce mondial et qu'il y aurait des accords à renégocier, etc., ça prend des mois, voire des années. Il faut savoir que Trump a déjà fait le coup de renégocier le traité, le traité de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. En fait, donc il y a ce traité qui existe depuis déjà un certain temps. Trump a dit lors de son premier mandat, c'est pas possible, les États-Unis se font avoir, machin, on va renégocier. Ça a pris 1 an et demi pour changer quelques lignes. Au final, ils n'ont pas changé grand-chose, mais Trump a dit, voilà. Grosse victoire, grosse victoire. Ouais. Oui, mais à l'époque, ça a pris quand même 1 an et demi de négociation. Donc là, en fait, on est dans du délire. C'est impossible. Enfin, cette histoire de 90 jours, ça se fait pas en 3 mois, ce genre de choses. À supposer que, en fait, ce soit possible. Je vais aller comment dire, faire un pas de côté en disant que peu importe le sujet, la question c'est est-ce que le narratif de la Maison Blanche a encore un intérêt? Parce que si on regarde concrètement les bases de ce narratif, tout est faux. En fait, Trump est encore dans l'idée qu'on lui a volé l'élection de 2020, ce qui est faux. Il est encore dans une idée que les États-Unis sont sur une économie qui va mal, ce qui est plutôt faux. Enfin, elle est inégalitaire au possible, ça, c'est pas le problème. Mais si on regarde les chiffres de manière globale, voilà. Et en fait, le plus ironique, c'est que en admettant qu'il y a un besoin de réindustrialisation et de rapatrier des industries, de reconstruire certains secteurs de l'économie, en fait, c'est ce que Biden a fait. C'est le plan de Biden d'investissement, notamment sur les semi-conducteurs. En fait, c'est la politique qui a suivi Biden. Sauf que là, c'est pas du tout ce que fait Trump ne va absolument pas résulter dans des investissements aux États-Unis, parce que on le répète à chaque fois, mais on peut pas on peut pas investir si on n'a pas une vision à moyen voire à long terme. Bon, là, on peut pas, avec des choses qui changent du jour au lendemain, voilà. C'est impossible. Et même, enfin, c'est un thème récurrent toujours sur Electoral Vote, mais moi, c'est un thème que je trouve intéressant parce que c'est adopter une certaine mentalité un peu différente, de changer un peu de cadre. C'est-à-dire que moi, le principal problème que j'ai dans le traitement de l'actualité américaine, c'est qu'on est sur un traitement façon chaîne d'information, entre guillemets, en continu. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les événements les uns après les autres, alors que ce narratif, je le répète, pour moi, il n'a pas grand intérêt. Toute la question maintenant est de savoir qu'est-ce qui se passera après. Enfin, si jamais Trump quitte le pouvoir et qu'à un moment donné, il y a une alternance, etc., on est vraiment dans une hypothèse. Mais un des thèmes récurrents d'Electoral Vote, c'est comment on répare quelque chose qui s'est cassé aussi facilement. Il y a une autre raison. Impossible. Je disais qu'il fallait des mois, voire des années pour renégocier des accords commerciaux. Mais il y a un autre problème, c'est que pourquoi négocier pourquoi négocier alors que Trump ne respecte aucune promesse, aucun engagement? Qui voudrait aller négocier avec Trump alors qu'il peut changer d'avis du jour au lendemain? Oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde où un interlocuteur comme Vladimir Poutine ou la Chine, qui sont des dictatures, ce sont des pays affreux, hein, vraiment, sont à la limite. Alors, on sait que Poutine ment. On sait que les Chinois sont durs en affaires, on va dire. Mais quand leurs intérêts vitaux sont en jeu, c'est des gens qui vont essayer de respecter une certaine logique, une certaine forme d'autopréservation. Trump, et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, en tout cas dans la presse américaine que j'ai consulté, dit en gros, il s'est infligé une blessure à lui-même, enfin à son propre pays, sans vraiment, on ne sait pas s'il s'en rend compte, etc. Donc, on est, le thème de notre émission dernièrement, enfin de l'émission précédente, c'était Chaos is a ladder. Mais est-ce que ce chaos, il sert vraiment à élever quelqu'un, à part peut-être effectivement les personnes, les milliardaires qui ont investi en bourse au moment pour profiter d'une sorte de des basculements de la bourse. Mais même eux, au bout d'un moment, la question est mais qui a intérêt aujourd'hui, à part pour des raisons racistes ou pour revenir en arrière et revenir à un régime religieux anti-progressiste au possible, mais qui a intérêt à une présidence Trump?
Alors, je vais reprendre un peu mes thèses de la dernière fois. Pour ce qui est de Trump, on est dans la pure vengeance et pas sûr qu'il y ait une autre stratégie que l'auto-exaltation de sa puissance et de ses possibilités de vengeance. Après, il y a des gens qui veulent détruire l'État Oui, tout à fait. fédéral, clairement. Donc, c'est plutôt bien parti. Après, ceci dit, dans les gens qui font du business, peut-être qu'il y a un moment où ça va un peu tiquer. D'ailleurs, le fait que Trump soit revenu en arrière sur les droits de douane, c'est aussi parce que la bourse se cassait massivement à la gueule et que Alors d'après ce que bon. j'ai lu, c'est parce que des pays ont commencé notamment le Japon, ont commencé à revendre des bons du Trésor. Oui, Euh, alors effectivement, et là, en fait, le risque, euh, un des, alors il y a plusieurs risques pour les États-Unis. Il y a le fait qu'ils ont quand même une dette assez énorme et que, en fait, si jamais plus personne n'en veut, ça risque de leur poser de gros problèmes. Et à un peu plus long terme, si jamais le dollar perdait son statut de monnaie de réserve, là, ça deviendrait un énorme problème. mm, Et bon, alors on n'y est pas encore parce que, en fait, même si à une époque, la zone euro était à peu près l'équivalent en PIB des États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis sont 2 fois plus gros. Le Japon est mal en point, la Chine a pas euh, la Chine n'est pas non plus en position de remplacer le dollar pour l'instant. Mais après, plus ça va et plus les gens vont se poser la question et, et ça, à long terme, c'est le plus gros danger pour les États-Unis sans doute. mm. Et à court terme aussi, pour rebondir un petit peu, voilà, à court terme, moi, c'est quelque chose que je dis clairement, je crois que je l'avais déjà dit dans l'émission dernière, mais n'allez pas aux États-Unis en ce moment. Enfin, je veux dire, Oui, on va revenir là-dessus, mais c'est pas uniquement les personnes transgenres ou les minorités ou enfin voilà, même si vous êtes un Français, voilà, genre, je veux pas utiliser, enfin le cliché du mâle blanc cis hétéro, mais même vous n'êtes pas en sécurité parce qu'en fait aujourd'hui, pour parler de chaos, on peut aussi parler de la situation de la police, enfin de l'ICE, de la police de l'immigration et du contrôle des frontières, je ne sais pas comment dire en France, mais qui aujourd'hui est en roue libre totale. La justice américaine ne semble pas vouloir vraiment intervenir là-dessus. On a des gens qui se font déporter au Salvador, ce qui est aussi qui est une autre dictature. Euh, Aujourd'hui, c'est même plus des bavures qu'on est dans la police américaine, enfin dans la police de l'immigration, c'est vraiment un royaume de l'aléatoire, du racisme pur, et même simplement, plus personne n'est véritablement protégé aujourd'hui aux États-Unis. oui, bien sûr, parce que si en fait, si on peut vous enlever en pleine rue et vous expulser avant d'avoir vu un juge, en fait, que vous soyez citoyen américain ou pas, ça change quoi? Mm. Rien. Faut vraiment vous imaginer que ce que vous imaginez dans un pays, dans un film, etc., avec une police politique toute puissante, etc., c'est actuellement le cas aux États-Unis. Alors, c'est pas à une échelle j'ai envie de dire, ultra massive, mais ça peut le devenir assez vite. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a des cas, où on a une administration qui tente des choses et ça passe, qu'est-ce qui va les empêcher d'aller à un niveau encore plus élevé. Enfin, on en est vraiment à ce niveau de danger aux États-Unis. Et je voudrais vraiment que si cette émission serve à quelque chose, c'est que si vous avez des vacances planifiées ou des événements planifiés aux États-Unis, je vous incite très fortement à y réfléchir plus d'une fois, de savoir si vous voulez prendre le risque ou non. Pour revenir un peu sur pardon, excuse-moi. Pardon.
sur la politique américaine. Et est-ce qu'on parle un petit peu vite fait du Signalgate? Parce que ça, c'est quand même un truc qui s'est tassé avec tout ce bordel, parce que comme le chaos chasse le chaos, oui, alors que c'est on a quand même un énorme des gens... problème à plus d'un titre. Voilà, vas-y, je t'en prie, est-ce que tu peux résumer pendant que j'irai boire un coup histoire de sortir cette mauvaise toux? Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc l'administration américaine préparait des frappes au Yémen. Et donc, ils ont organisé ça dans une conférence au plus haut niveau où il y avait notamment vice-président, des conseillers à la sécurité, etc. Le problème est qu'ils ont fait ça dans une boucle Signal, ce qui est un premier problème. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, Signal, c'est une application de messagerie sécurisée. Voilà. Mais c'est sécurisé pour vous et moi, quoi. C'est pas sécurisé pour des secrets d'État. Non, alors voilà, c'est-à-dire que alors l'application en elle-même est sécurisée, mais si votre téléphone est compromis, ça va pas vous aider. Ce qui est un premier problème, surtout que certains des participants à la conférence, il y en avait un qui était en Russie, l'autre qui était, je sais plus, au Qatar. Enfin, bon, il y avait des gens qui étaient dans des pays pas du tout sûrs. On a appris par la suite qu'il y avait certains des téléphones qui étaient effectivement compromis parce qu'il y avait des logins et des mots de passe qui traînaient. Et surtout, il y a un des participants qui a invité un journaliste. Et pas n'importe quel journaliste, hein. C'est pas un mec de Fox News. Hein, non, c'est rédacteur en chef de The Atlantic, qui est un site d'information. Je ne sais pas s'ils ont un journal papier. Moi, je connais surtout le site, qui est quand même un journal assez sérieux, qui est pas aussi, qui est loin d'être aussi gros que des médias comme New York Times ou Washington Post, mais qui dernièrement a tendance à gagner beaucoup d'abonnés parce qu'ils ont une ligne un peu plus démocrate. Surtout sur une ligne surtout un peu plus ferme et moins compromise que surtout le Washington Post. Voilà, le Washington Post, dont on rappelle que les pages opinions sont décidées par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui perd des lecteurs et des journalistes en masse, quoi. Ou le Los Angeles Times qui était racheté par quelqu'un de genre Bolloré, c'est aussi un milliardaire trumpiste. Et oui, donc ils ont invité ce gars-là qui est quelqu'un de chevronné et qui s'est trouvé là sans. Il a cru une blague au départ. Et donc il a assisté à toute la préparation du raid au Yémen avec tout un tas d'informations tout à fait classifiées, quoi. Il y avait c'était le briefing de mission. On va bombarder tel immeuble. Voilà, nos pilotes ils vont décoller à telle heure, etc. Avec des emojis derrière, hein, bien sûr. Oui, avec personne ne sort grandi de cette histoire. En tout cas, dans l'administration Trump, clairement. Entre celui qui l'a invité, les personnes qui étaient là, le vice-président qui disait que il voyait pas trop l'intérêt, que pour lui c'était une connerie, ce qui montre qu'il montre au passage qu'il n'a pas une haute opinion de Trump par rapport à ses réflexions stratégiques. Et donc, le journaliste publie des extraits, en gardant de côté ce qui lui semblait relever d'informations classifiées de la sécurité nationale. Et là, en fait, l'administration Trump est partie dans une défense complètement absurde en disant oui, mais de toute façon, il n'y avait aucune information classifiée. Voilà, c'était sécurisé. On a juste fait une erreur sur la personne qu'on a invitée. Enfin. Et du coup, le journaliste a dit ok, puisqu'il n'y a aucune information classifiée, donc
je vais publier l'intégralité. Bah oui, Voilà. parce que voilà. Et là, on s'est rendu compte que oui, effectivement, il y avait des choses qui normalement étaient tout à fait classifiées. Mais bon, sauf que vu que l'administration avait dit que c'était pas classifié, bah, il risquait rien. Et surtout, il n'y a eu aucune conséquence pour l'instant. Ah oui, non. Et le pire, c'est qu'il n'y a eu aucune conséquence. C'est-à-dire que ni les gens ni la personne qui a organisé le meeting, ni la personne qui a invité le journaliste n'ont été poussés à la démission. Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est un trou de sécurité absolument colossal. En plus de ça, si je me souviens, le chef d'état-major n'était même pas impliqué, c'est-à-dire que en fait, c'était même pas les bonnes personnes qui étaient dans la réunion. Et surtout, enfin, il y a tellement de choses qui vont pas. C'est un des symptômes aussi du fait que on a une administration qui passe outre tous les canaux officiels de communication. Et pourquoi ils font ça? C'est pour pas laisser de traces. C'est-à-dire que toutes les communications officielles, elles sont sécurisées d'une part, mais elles sont aussi archivées. Voilà. Donc, en fait, on en arrive à un point où c'est même plus une question d'opinion, mais de fait. C'est vraiment juste regarder les faits et. Voilà, parce que tout s'effondre. Voilà, pourquoi en plus, bon, on pourrait aussi parler du fait qu'ils ont bombardé un immeuble civil juste pour une cible militaire à l'intérieur, ce qui est un crime de guerre. Mais bon, ça devient tellement habituel malheureusement. Mais oui, c'est un symptôme du fait que s'ils l'ont fait une fois, c'est qu'ils l'ont fait d'autres fois, et que sans doute une grande partie des communications de l'administration Trump passent en dehors des canaux officiels, ne sont archivées nulle part et en fait échappent à tout contrôle. Et surtout, en fait, comme on est sur un processus de décision, et on l'a vu quand on parlait des droits de douane, comme on est sur un processus de décision qui n'a ni réflexion sur le fond, ni réflexion qui n'est qu'improvisation sur la forme, ça n'ajoute que à ce pathétique tableau d'une administration qui fait semblant de gouverner selon les règles, qui en réalité fait juste ce qu'elle a envie au mépris de toute intelligence ou process. Oui. Alors effectivement, on a vu qu'il n'y avait pas de contrôle du côté du Congrès. Et alors ce qui a un peu bougé depuis notre dernier podcast, c'est que la Cour suprême a commencé à rendre quelques décisions. Ouais, malheureusement, alors j'ai trouvé une image que je trouvais assez juste. C'est en fait, ça revient à envoyer des terrassiers déplacer le Rubicon et le rapprocher de Rome pour éviter que César ne le traverse. Ouais, on va pas rentrer dans les décisions de la Cour suprême qui a lâchement fui devant l'obstacle une fois de plus, c'est ça. face à Trump. Mais enfin, là, on le voit arriver jour après jour, le moment où il va y avoir vraiment une opposition frontale entre cette administration et la justice. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On va dire, personne ne le sait aujourd'hui. Soit on bascule full dictature, soit il y a une espèce de compromission. Aujourd'hui, personne ne le sait. C'est aujourd'hui sur un petit acte comme le fait de ne pas laisser rentrer la société de presse à la Maison Blanche alors qu'un juge autorisé. C'est cette personne qui a été envoyée sans aucune raison dans un autre pays et que la Cour suprême a dit il faut faciliter son retour. Waouh, bravo les gars. Vraiment des génies, hein, vraiment, des grands magistrats. Et voilà. Voilà, c'est un peu l'état de la situation dans laquelle on est. Est-ce que tu vois autre chose à parler? Parce que j'avoue que j'en reviens toujours un peu à ma même conclusion, qui est que de toute façon, il n'y a rien à tirer individuellement comment dire, il y a pas de déterminisme dans tout ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est juste du chaos, et essayer de donner du sens au chaos, c'est un peu vain, je pense. Oui, parce que de toute façon, ils sortiront autre chose. Et en fait,
il y a tellement de choses qui s'accumulent que ça permet d'oublier, en fait, d'oublier les conneries, les saloperies qu'ils ont pu faire la semaine d'avant, quoi. Ouais, et surtout le truc, c'est que après, au bout d'un moment, comment dirais-je, les conséquences s'accumulent. C'est-à-dire que les employés fédéraux qui ont été licenciés, les fonctionnaires qui ont été licenciés sont toujours licenciés. La crise de confiance entre les États-Unis et le reste du monde, elle est aussi là. Là, on a parlé de l'économie, mais c'est également valable pour la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que des universités du monde entier vont continuer à collaborer avec les États-Unis? Les universités américaines, c'est pas sûr. Au niveau de la science, on a l'abandon. C'est la une de l'IB d'aujourd'hui ou de demain, je sais plus. En gros, le fait est qu'on pensait pouvoir arriver à vaincre le sida dans les années à venir. Bah là, avec le retrait des fonds américains, qui étaient de très loin les premiers contributeurs, bah c'est plus très sûr. Il y avait aussi, il y a des tas. En fait, le problème, à partir du moment où les États-Unis, qui étaient une grosse source de plein d'activités, devient une source non fiable, c'est pareil, on parlait du Signalgate, mais aujourd'hui, j'imagine que pas un service de renseignement européen ne va partager ces informations, mais évidemment, partagera ces informations avec les États-Unis. Plus personne ne va partager ces informations. Autant les donner directement à Poutine, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, on a également, mais ça c'est aussi fou, c'est-à-dire que, tu vois, t'as raison, on en oublie, mais Trump a licencié sur conseil d'une complotiste les responsables de la défense de cybersécurité aux États-Unis. Enfin, on en est là. C'est-à-dire que la cybersécurité, c'est même pas un truc politique. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, vraiment, quelle que soit gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, peu importe comment vous qualifiez, la défense cyber, c'est-à-dire vraiment le fait de protéger un pays sur les attaques externes ou préparer les ripostes et voilà, c'est pas un sujet politique. Même ça, c'est attaqué. On est aussi sur une administration qui attaque des cabinets d'avocats pour des vieilles affaires personnelles de Trump. Enfin, il attaque des universités, il attaque le budget des universités de manière totalement illégale. On est sur un chaos global. Et là, je vais faire ma transition, mais est-ce qu'il y a quand même une résistance de la part de la société américaine? Alors, on commence à le voir dans les sondages, parce que là, vraiment, la crise de confiance entre Trump et le peuple américain commence à poindre. Est-ce que Trump en a quelque chose à foutre? C'est quand même assez théorique. Mais on a quand même des premiers résultats électoraux. Alors, ça a 2-3 semaines maintenant, je crois, les élections dans le Wisconsin. C'était le 1er avril, je crois. 1er avril, ouais. Ouais, c'est il y a 2 semaines. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un mot quand même de cette Cour suprême du Wisconsin? Oui, alors le Wisconsin, le Wisconsin avait subi une bascule à droite en 2010 dans la claque que s'était pris les démocrates à l'époque, ce qui avait permis aux républicains de s'emparer de tous les leviers de pouvoir dans l'État. Donc ça a pris 10 ans aux démocrates pour reprendre la Cour suprême, le poste de gouverneur et commencer à défaire le découpage électoral du Wisconsin. Et donc là, la Cour suprême de l'État était à 4 contre 3, avec une majorité progressiste. Et il y avait une des juges, donc un des sièges progressistes qui était en jeu. Et donc la démocrate l'a emporté largement de presque 10 points, alors que Elon Musk avait mis 20 millions de dollars pour soutenir la candidature du candidat républicain. Et on pourrait signaler également dans les méthodes de Elon Musk le fait qu'il offre de l'argent. Enfin, il achète des voix. Hein. Oui, il a acheté des voix, ce qui est illégal. Alors la justice du Wisconsin n'a pas trop voulu s'en mêler, sans doute pour pas apparaître trop partisane, ce qui à mon avis est une connerie, mais bon, peut-être qu'ils vont s'en occuper maintenant, ce serait bien. Oui. Voilà, parce qu'il y a clairement eu tentative d'achat de voix. En gros, c'était je sais plus, il payait. Si vous allez voter, vous avez une chance de gagner $1 million. Voilà, c'est ça.
Mais il fallait se présenter dans un des meetings. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Voilà. Et on vous paye, je crois qu'il y avait un truc, genre, on vous paye $100 pour être sur une liste de diffusion. Enfin, oui, il a essayé d'acheter des voix, quoi. Donc, et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché à 10 points. À 10 points. Oui. Et ça n'a pas marché parce que même si Trump a une base assez solide, même si ça commence à bouger un peu, Elon Musk est très impopulaire. Oui, c'est l'homme qui vire les fonctionnaires, donc forcément. Oui. Puis même, je sais pas comment dire, mais il est comme J.D. Vance, il est cringe, quoi. Il est cringe de fou, tu le regardes, c'est bizarre, il est bizarre, ce gars, c'est vraiment... alors, on est... Voilà, c'est très faible comme argument politique, mais je suis désolé, quand vous avez quelqu'un qui est bizarre, c'est difficile de le faire élire, parce que les gens ont un recul un peu instinctif par rapport à tout ça. Ouais, en fait, qui est un des trucs qui est assez déplaisant, c'est de se dire que finalement, si Trump s'était contenté de s'en prendre aux immigrés et aux trans, il aurait probablement pu gouverner sans aucun problème. Mais le fait qu'il commence à virer en masse des fonctionnaires et à complètement casser l'économie en imposant ce qui est en fait une taxe à l'importation. Parce que les droits de douane, c'est une taxe à l'importation. Hein, ça renchérit le coût le coût des biens pour les consommateurs et pour les entreprises qui fabriquent avec des matières premières ou des pièces importées. Ça, par contre, ça commence à faire réagir et si les gens, on leur dit que non, vous n'allez pas pouvoir, vous êtes un vétéran, mais vous n'allez pas pouvoir vous faire soigner par l'administration de santé des vétérans parce qu'on a licencié 20 000 personnes et que du coup, vous n'aurez pas votre rendez-vous médical, que vous n'aurez personne au bout du fil quand vous devez avoir quelqu'un pour voir votre dossier de retraite, ça commence à tiquer un peu. Un petit peu. Un petit peu. Non, mais c'est la grande inconnue. C'est aujourd'hui bien malin saurait dire quel est véritablement l'état de la population, dans quel état est la population américaine. Est-ce qu'elle est, parce que c'est une population qui n'est pas forcément ultra politisée, donc est-ce qu'elle est un peu dans un laisser-faire et dans un chaos complet, ou il se peut aussi qu'elle soit écrasée par le chaos, hein, comme nous on l'est un peu également. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, il y a une partie des choses que font Trump, notamment sur l'immigration, où il n'y a pas une réponse. On peut pas dire qu'il y ait une réponse particulièrement forte là-dessus. D'ailleurs, on peut en profiter. D'ailleurs, tu m'offres une transition toute trouvée, puisque pour parler de la réponse et qui n'est pas forcément la plus forte possible, est-ce qu'on peut parler d'un certain gouverneur de Californie et d'une certaine gouverneure de Michigan? C'est pas le Michigan. C'est le Michigan. Oui, c'est le Michigan, je me plante pas pour une fois. Ah oui, alors... deux espoirs, enfin peut-être ex-espoir du Parti démocrate. Je pense qu'on peut dire ex-espoir. Ex-espoir. Alors, c'est deux personnalités qui s'étaient un peu illustrées dans une sorte d'image de résistance contre le Trumpisme. Et les deux ont je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comment il s'appelle le gouverneur Gavin Newsom, qui commence à discuter avec Steve Bannon, donc un des cerveaux du Trumpisme. Enfin, rien que ça. Voilà, en fait, Gavin Newsom, il a un podcast et il s'est dit, on ne sait pas trop pourquoi, je vais aller voir pourquoi les gens sont séduits par le Trumpisme. Et donc, en fait, il a fait une série de podcasts où il invite des gens comme Steve Bannon, voilà, en gros, des gens d'extrême droite dans son podcast. Et ce qui n'a absolument aucune espèce de sens, en fait. Il nous fait une Fabien Roussel. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Ça ne marche pas. Et qui fait aussi des déclarations du genre, oui, bon, on en a peut-être fait un peu trop avec les trans.
Oui, voilà. Voilà. Genre, leurs droits, c'est négociable, tu vois, vraiment. Ouais, c'est ça. Et les droits des personnes trans, d'un coup, c'est négociable. Ah, on savait pas. Non, c'est pas des vraies personnes, visiblement, puisque tout ça, c'est négociable. Et alors, pour Gretchen Whitmer, c'est un. Alors là, c'est un fail assez monumental, où en fait, elle s'est trouvée à la Maison Blanche parce qu'elle venait discuter des droits de douane avec Trump. Et en fait, elle s'est trouvée à un moment dans le bureau ovale, au moment où, en fait, Trump signe encore un de ses décrets. Et en fait, on la voit derrière Trump, à être visiblement extrêmement gêné d'être là. Alors que Trump déblatère ses trucs habituels sans queue ni tête. Et elle fait il la rien, elle est félicite, derrière. d'ailleurs. Et oui, en plus, il la félicite d'être là et de venir parler avec lui de je sais plus trop Ouais, quoi, mais en tout cas, elle n'aurait jamais dû être là. oui, mais L'image est désastreuse, en fait. il y a une photo où elle est cachée derrière des dossiers où elle veut pas être. Enfin, En fait, c'est pitoyable. le seul moyen d'être derrière Trump quand il fait des déclarations et d'avoir l'air cool, c'est de faire ça façon Nancy Pelosi et de prendre le discours de Trump et de le déchirer, quoi. Ouais. Ouais. Et Voilà. tout le monde n'est pas Nancy Pelosi Non, tout le monde pour le n'est pas coup. Nancy Pelosi. Mais autrement, jamais vous vous mettez en position d'être comme ça passive. Alors, quand on veut incarner la résistance à Trump, on ne peut pas rester debout derrière lui et attendre pendant qu'il déblatère. Souvenez-vous de Nancy Pelosi, qui était l'ancienne Hmm. présidente de la Chambre des représentants, dans le bureau quand elle va à la Maison Blanche avec Trump, où elle est seule dans une chambre, dans une pièce remplie, comment dirais-je, d'hommes, et elle est debout face à lui et elle lui fait la leçon, quoi. Ouais. Moi, tu vois, c'est ça, quand je dis tout le monde n'est pas Nancy Pelosi, c'est parce qu'en fait, moi, tu me dis Nancy Pelosi, Trump dans une même pièce, je pense à ça. C'est une Oui. photo où lui est en situation de faiblesse. Et elle, quand tu regardes les photos de Gretchen Whitmer, elle est cachée derrière ses dossiers, elle est pitoyable, elle est honteuse, etc. Oui, il y a même un moment où la caméra va sur elle et que comme elle veut pas qu'on la voit, elle se cache derrière la tête derrière ses dossiers. Elle C'est se cache pitoyable. derrière ses C'est dossiers. pitoyable, en fait. Ouais. En fait, je sais pas comment on en arrive à voilà, à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est un peu dommage. Et du coup, reste, pour terminer là-dessus, au niveau de la résistance qui s'organise, reste deux figures. Forcément, quand la gauche un peu plus centriste se casse la gueule comme ça, qui reprend le dessus, c'est l'aile gauche du Parti démocrate. Donc on pense à Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, qui organisent en ce moment des meetings. Alors c'est leur activité du moment. Alors c'est assez faible, hein, en réalité, parce que ils font avec ce qu'ils ont, hein, j'ai envie de dire. Oui, Mais enfin, après, pour les États-Unis, alors, pour nous, ça n'a pas représenté énormément, mais pour les États-Unis, c'est quand même des relativement grands meetings, où ils ont quand même quelques dizaines de milliers de personnes à chaque fois, ce qui est pas si mal. oui, non, en fait, c'était pas sur la taille des. Je vais pas faire Oui, du Trump et me batailler oui. sur la taille des meetings. Ce sont des grands meetings, bien Mhm. sûr. Mais c'est juste que ils ont pas d'autres possibilités. En fait, ils ont que le ministère de la parole pour faire quelque chose. Et je pense que voilà, comme la parole, c'est à peu près la seule chose qui reste. Je pense que tu vois où je veux en venir. Mais oui, Wink, wink, wink. oui. Parce que, alors, c'est vrai à la Chambre, il n'est pas possible de faire grand-chose, hein. Les démocrates peuvent juste rester unis et espérer que les républicains ne le soient pas. Euh, ce qui est pas toujours gagné, surtout quand Trump fait pression, quand ça lui prend, ce qui est rare. Et par contre, au Sénat, il y a une arme qui reste, c'est le fameux filibuster, même si là, techniquement, c'en est pas tout à fait un, mais c'est le grand truc classique du Sénat, qui est l'idée que un sénateur peut prendre la parole et tant qu'il reste debout et continue à parler, on ne peut pas le couper, et on est obligé de le laisser parler, et comme ça il peut tenir
le Sénat, voilà, il peut tenir le Sénat et retarder l'adoption d'une loi éventuellement. Donc il a tenu un peu plus de 25 heures, je crois, un truc comme ça, 24 ou 25 Oui. heures. Alors, c'est important, il a tenu 25 heures et il faut savoir que le précédent record était Storm Trumont, un sénateur de Caroline du Sud qui est resté sénateur jusqu'à 100 ans. Bon, à la fin, il était même plus conscient, hein, mais bon. Et il a fait ça, je crois que son filibuster à lui, c'était dans les années 50, évidemment contre une loi pour les droits civiques, hein, parce que c'était un ségrégationniste, un raciste, bien Un connard, voilà. Voilà. Bien qu'il y ait une fille noire par ailleurs avec une domestique. Un connard jusqu'au bout. Et donc à l'époque, il avait fait ça donc, pour retarder les droits civiques. Et donc, il y a une grande symbolique à ce que ce record soit enfin battu par un sénateur afro-américain. Et surtout, qui s'appelle Cory Booker. Qui s'appelle Cory Booker, qui est sénateur du New Jersey depuis 2013. Qui est... du coup, je me suis plongé un peu, j'avais une vision de lui un peu plus à droite que ce que je pensais. Parce que, bon, il a aussi une réputation d'être relativement proche de Wall Street. Mais après, il a pas mal de... il est sénateur du New Jersey, donc forcément... Voilà, donc voilà, si vous êtes sénateur à New York ou New Jersey, bon, en général... c'est la maison, quoi. Voilà. Et donc, ouais, sénateur du New Jersey depuis 2013, donc premier sénateur afro-américain après Barack Obama. Et donc, il s'est lancé donc dans ce discours. Alors, je me suis demandé comment il avait fait, honnêtement, parce que faut quand même se rendre compte que des règles du filibuster, c'est-à-dire que vous devez rester debout, vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes. Donc concrètement, si vous restez 25 heures à parler, à un moment, il va y avoir un problème. Alors, historiquement, bon, on va rentrer dans des détails pas très ragoûtants, mais il y a deux façons. Oh là là, ça va se transformer en pipi caca. Voilà, il y a deux façons de faire, soit vous utilisez une sonde urinaire, soit vous utilisez des couches. Voilà. Alors, Cory Booker a choisi une autre méthode qui est un peu rude aussi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas mangé pendant 48 heures avant et il n'a pas bu 24 heures avant. Oh putain de merde. Ce qui est quand même une performance. Et après ça, il est resté debout pendant 25 heures à parler. Alors, il y a les sénateurs, les autres sénateurs, alors il y a des règles, hein, les autres sénateurs ont le droit de lui poser des questions, ce qui lui permet de faire une petite pause, le temps que les autres sénateurs posent leurs questions, qui peuvent être plus ou moins longues. Mais ceci dit, il doit rester debout dans le Sénat et tenir le choc. Ce qui est quand même une sacrée performance physique. C'est déjà une performance physique assez phénoménale. Et après, il faut qu'il ait des choses à raconter. Mais oui, comme vous l'avez vu avec cette émission, c'est pas les sujets qui manquent. Voilà, c'est pas les sujets qui manquent et il s'en est plutôt bien sorti par rapport à d'autres qui ont essayé, qui à un moment ont lu des bouquins ou l'annuaire, etc. Il a quand même tenu un discours assez offensif. Alors bon, je ne saurais pas vous détailler parce que... on va être tout à fait honnête, voilà. On n'a pas maté les 25 heures. Non. J'en ai maté, pour être honnête, à peu près 1 heure. Mais c'est évidemment, j'ai vu le début et la fin et un peu en milieu parce qu'en fait, je suis tombé sur cet exploit un peu par hasard on sait plus qui en parlait sur Blue Sky, mais voilà, donc je me suis connecté sur le site, je sais plus si c'était le site du Sénat, non, ça devait pas être le site du Sénat, mais ça devait être C-SPAN qui devait diffuser ça. Mais bref, voilà, c'était visible, n'importe qui pouvait le regarder. Ça a eu des conséquences plutôt positives pour lui. En tout cas, les retombées ont été très positives pour Cory Booker.
Oui, oui, parce qu'à à une époque, on parlait de lui pour la présidentielle. Bon, c'était un petit peu oublié, hein. Bon, il y a eu d'autres candidats qui auraient pris le devant de la scène. Il était un petit peu oublié. Et là, ça l'a remis en selle. D'autant plus quand vous avez à côté des gens qui étaient pressentis et dont on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément si bien que ça, genre Newsom ou Whitmer. Et surtout, bah, les démocrates, ils ont besoin en fait bah, de combattants. Parce que surtout au Sénat où Chuck Schumer, le leader démocrate, a un peu capitulé lors des discussions budgétaires, il y a une vraie demande au Congrès de gens qui montrent qu'ils sont là pour se battre, qu'ils sont là pour résister. Alors, Et clairement, si je peux tenter un parallèle avec la situation en France, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, à gauche, hein, j'entends, quand vous entendez des discours, quand vous vous souvenez sur la censure du budget, oui, mais il faut trouver un budget parce que sinon ça va être la merde, etc. En fait, je pense que c'est un discours qui est complètement inaudible. Alors, vous imaginez sa puissance 1 million avec Trump. Aujourd'hui, les discours de modération, de discussion, etc., mais c'est impossible avec Trump pour toutes les raisons qu'on a évoquées là durant cette émission, parce qu'on ne discute pas avec le chaos. Enfin, c'est quand tu dis il oui, faut des combattants, mais c'est littéralement oui, ça. Et c'est même pas des combattants pour attaquer, c'est pour tenir la garde, hein. oui. C'est, Oui, et ce qui est important de dire, c'est que c'est pas une question de plus ou moins à gauche, en fait. C'est pas une question de ligne politique, c'est une question d'attitude, vraiment de résistance. C'est est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on montre que on veut pas laisser passer, on veut réagir, on veut résister? Non, mais je veux Et dire, voilà. oui, c'est ça, c'est où était Chuck Schumer quand le Westworld est tombé, quoi. C'est vraiment, enfin, voilà, je le mets un peu léger là pour le coup, mais Oui. c'est malgré tout un sujet sérieux. Mais il y a ceux qui auront, enfin, encore une fois, je m'inscris dans l'après parce que je pense qu'on n'a pas En fait, la seule manière pour moi pour pas devenir complètement dingue avec cette histoire, c'est d'essayer de me projeter dans l'après et de Mhm. me dire que dans l'après, on se posera la question de qui a résisté, qui a pas résisté. Oui. C'est voilà, c'est qui a été Et collabo et qui a pas voilà, été. il y a un moment, il faut, enfin, quelle que soit la politique, il faut savoir saisir le moment. Quelqu'un comme Whitmer ou Newsom, ils ont pas compris. Non. Ou Schumer, ils ont pas compris le moment. Et alors, bon, Même Trump, il a pas compris le moment, hein. oui, non, mais voilà, mais ça, je pense pas qu'ils sont en état de comprendre grand-chose. Ouais. Mais côté démocrate, bah, alors, c'est même pas une question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est plus à gauche, machin. C'est une question de comprendre le moment et de le saisir. Mm. Et Bernie Sanders, il a compris, Alexandra Ocasio-Cortez, elle a compris, Cory Booker, il a compris. Il a compris que là, la base démocrate, elle veut des leaders qui Elle veut se du sang, dressent enfin, contre. Ouais, ouais. elle veut du sang. Enfin, je suis désolé de le dire. C'est, enfin, aujourd'hui, Elle elle veut veut des du gens sang. qui se battent. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et c'est à peu près tout ce qui comptera, je pense, Mm. en vrai, dans l'avenir. C'est ceux ouais, c'est plus ça. C'est ceux qui seront battus et ceux qui auront baissé la tête. Mm. Il y aura vraiment cette différence-là. De toute façon, face à la montée du fascisme, il n'y a pas grand solution de toute façon autrement. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu souhaitais aborder ou est-ce qu'on s'arrête là pour cette émission? Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On n'a pas trop parlé, on n'a pas trop parlé judiciaire, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas Oui, grand-chose à en il dire. se passe pas grand-chose, on va Mm. dire. On pourrait parler de la Caroline du Nord, mais on va attendre peut-être. Non, c'est de Caroline. Oui, c'est Caroline du Nord. Si, si, c'est Caroline du Nord. Ah oui, parce que les élections de novembre sont pas tout à fait finies. Oui, c'est vrai. Et c'est pas la faute de la Californie pour une fois. Non. Pour le coup. Euh, Il y a encore un litige sur quelques centaines de voix en Caroline du hmm, Nord et les républicains qui essaient de magouiller pour. hmm. Pour ça. Et je pense ils auront du mal à s'en sortir au final, puisqu'ils en sont à essayer de. Oui, mais les votes des militaires à l'étranger. Voilà, on en est là, hein. On, on en est là.
Très bien. Eh bien, je te propose de terminer parce que tout ça, voilà, c'est un peu lourd, c'est un peu grave. Est-ce que tu as un petit peu, j'ai envie de dire, on va utiliser l'expression pour un petit peu décrocher, parce que c'est quand même important de garder à l'esprit de la culture, de la beauté, de la joie, de l'humour. C'est quoi ton truc du moment, toi, pour pas devenir dingue et d'essayer de changer un peu d'état d'esprit? Est-ce que tu as quelque chose là à nous conseiller? Alors, ça n'a absolument rien à voir. Non, mais tant mieux, tant mieux. Oui, non, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Virgin Rock, où c'est une musicienne classique qui découvre des grands tubes du rock. Eh ben, C'est assez rigolo de voir quelqu'un qui écoute Queen pour la première fois et qui fait une analyse musicale, Queen ou Nirvana ou Rammstein. C'est très sympathique et très instructif souvent aussi. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement calé. Ouais. Ok, c'est pas juste une chaîne putaclic où tu sais, il Ah y a non, des non, chaînes non, de du réact. tout. Du tout. Y a des chaînes... Comment c'est? Vas-y, Ah, redonne le nom histoire qu'on se... Virgin Rock. Virgin Rock? Ouais, Virgin Rock en 2 mots. Parce que Virgin Rock, je tombe sur. Ah oui, je tombe sur Virgin Radio. C'est un petit Non, non, peu. non. Non, c'est bon, je vais. Et ben moi, je vais vous conseiller un animé, figurez-vous, sans grande surprise. Alors, je sais plus quel est le titre français. Pourquoi j'ai pris la voix de Bill du Big Deal? Parce qu'en fait, en anglais, c'est The Old Man Reincarnated as a Villainess. Mais je crois que c'est sur ADN, donc je devrais pouvoir le retrouver. Grosso modo, je vais vous retrouver, mais le pitch de tout ça, c'est, alors vous voyez, si vous voyez les isekai avec les gens qui se réincarnent dans un autre monde, et il y a une sorte de, comment dirais-je, de trope où c'est des gens qui se réincarnent, mais qui se réincarnent dans la méchante. Donc là, pour le faire très très vite, sauf que là, la particularité, c'est que la personne qui meurt et qui se réincarne, c'est un vieux fonctionnaire japonais de 52 ans et il se réincarne dans la méchante dans un jeu vidéo. Ça s'appelle un otome game, c'est-à-dire en gros il y a une héroïne et des beaux garçons autour. C'est un harem de beaux garçons. Et en fait, il se retrouve dans le jeu auquel était en train de jouer sa fille. Parce que tout le petit plot twist, en fait, un petit peu ça, c'est que non seulement c'est un vieux monsieur de 52 ans qui se réincarne, mais en plus, c'est un vieux geek, en fait. Et en fait, sa femme, pareil, est dans ce milieu, sa fille aussi. Et en gros, c'est une maison dans laquelle ça joue aux jeux vidéo, ça fait des loisirs de nerd, enfin voilà, japonais. Et surtout, le gars est super sympa. Mais vraiment, c'est pas l'image du japonais un peu aride, etc. Le gars est juste super sympa, il a des grosses passions qu'il assume, etc. Et donc, en fait, il se retrouve à jouer un rôle qui est pas du tout fait pour lui, où il est censé être la méchante dans tout ça. Et au final, il va complètement tordre le cou à ce qui est prévu par le scénario du jeu, c'est-à-dire en devenant juste quelqu'un de super sympa. Je vous en dis pas plus parce que c'est une comédie qui fait beaucoup de bien parce qu'en fait, elle a... en fait, elle prouve un truc, c'est qu'on peut avoir des passions, voilà, un peu n'importe quoi, à n'importe quel âge, et que c'est pas grave, et que c'est même très bien, et que c'est toujours très fun en fait à faire, et que au final, être sympa, juste sympa, voilà, c'est pas parce que des gens ont des loisirs de gros geeks que ce sont pas des gens passionnés et voilà, et sympa, juste cool. Et je pense que de la sympathie, on en a beaucoup plus besoin en ce moment que ce putain de mot de bienveillance. Voilà, donc l'animé en français est disponible sur ADN, ça s'appelle From Bureaucrat to Villainess en anglais, je ne sais pas pourquoi. Oh, en français, je ne sais pas pourquoi. Vous pourrez retrouver un article sur le blog d'Amo qui s'appelle néanvers.eu. Qui revient plus en détail sur tout ça. Mais voilà, si vous voulez un peu vous changer les idées, moi je vous le conseille. Voilà. Et ben mon cher Yonogun, on se dit allez dans un mois, en espérant que tout ça aura bougé, mais j'ai aucune confiance que à peine le podcast publié, il y aura déjà une nouvelle information. On sera jamais au top du top. En tout cas, je te remercie d'être venu une fois de plus et je vous remercie vous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est important. Je vous embrasse. Salut, à la prochaine. Merci. À la prochaine.